Monsieur le Président, mes chers confrères, je voudrais avant tout remercier la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire pour cette invitation et cette première session sur la pathologie veineuse qui est fondamentale. Juste un petit rappel pour vous dire que la pathologie veineuse, la maladie veineuse chronique est une affection très fréquente dans la population générale puisqu'elle affecte 25 à 32% de la population, qu'elle est essentiellement représentée chez la femme par l'influence hormonale au cours des grossesses et que c'est une action héréditaire puisque lorsque un des parents est atteint, les enfants ont 45% de chances d'avoir des varices. Lorsque les deux parents sont atteints, ils ont environ 90% de chances des varices. Et bien qu'il y ait certains symptômes évocateurs de maladies veineuses, en particulier sensation de jambes lourdes, douleurs, pesanteur ou crampes, la maladie peut évoluer et au cours des années rester asymptomatique avec un diagnostic qui est souvent tardif. Le problème, c'est qu'il faudrait, pour soulager et prévenir et éviter l'évolution de cette maladie veineuse chronique vers les complications. Il y a deux types de complications, des complications aiguës représentées essentiellement par les thromboses, rarement thromboses profondes, mais surtout thromboses veineuses superficielles variqueuses, des hémorragies variqueuses qui peuvent être à l'origine de complications voire mortelles, j'ai eu 2 cas personnellement, et puis des complications chroniques, cutanées, qui évoluent avec des pigmentations, des dermitoques, des lipodermatoscléroses et surtout des ulcères de jambes. Et l'ulcère de jambes affecte presque 2% de la population des sujets au-dessus de 80 ans. C'est dire que c'est un problème important. L'examen clinique, et j'insiste toujours, car l'examen clinique reste la base du diagnostic de la maladie veineuse. Et lorsque vous avez des varices, comme vous le voyez ici, il est important de savoir rattacher ce réseau variqueux à un système saphénien, puisque dans la maladie veineuse superficielle primaire, les varices sont essentiellement liées à un problème d'incontinence des grandes saphènes ou des petites saphènes, voire des perforantes. Quelles sont les raisons de faire cet examen clinique? Eh bien, pour notre part, il y a 3 raisons. D'abord, il faut faire un diagnostic différentiel, car ne pas traiter n'importe comment et avec n'importe quelle technique toute varice. Il faut d'abord savoir distinguer des varices primaires, des varices secondaires, des varices primaires qui sont la maladie veineuse essentielle et des varices post-thrombotiques, donc il faut absolument éliminer une maladie post-thrombotique, comme vous le voyez sur cette diapositive, avec la présence de varices pariéto-abdominales qui, bien entendu, témoignent d'une séquelle d'une thrombose iliocave qui est parfois passée inaperçue et qui reste chez le sujet. Donc c'est très important. Il faut également, dans de rares cas, savoir que les varices, souvent unilatérales, peuvent être centrées dans le cadre de problèmes de malformation veineuse, syndrome de Parkes-Weber ou Klippel-Trenaunay, comme on le voit sur la diapositive du bas. Enfin, l'intérêt de l'examen clinique, c'est également de faire un stade de la maladie. On en reparlera plus, c'est la classification CEAP qui va de C0 à C6, nous en reparlerons. Et en fait, l'examen clinique oriente l'exploration fonctionnelle vasculaire par écho-Doppler. Cet examen, c'est basique, je le répète quand même parce qu'il me paraît fondamental de le faire à chaque patient, en position debout, dévêtu, de face et de dos, en recherchant par les manœuvres traditionnelles de palpation et de percussion l'existence d'un reflux sur un tronc saphénien, grande saphène ou petite saphène. Et également, bien sûr, de faire un examen artériel, car chez les sujets âgés, une pathologie artérielle peut toujours être associée et des risques en cas de complications trophiques réduisent les temps de cicatrisation. L'examen de la peau est également fondamental pour savoir à quel stade en est le patient. Ceci est pour vous parler de la classification CEAP qui a été établie en 1997, à laquelle j'ai eu la chance de participer et qui a été révisée en 2004. Et vous voyez que cette classification est de C0 à C6. C0, c'est absolument rien avec ou sans symptômes. C1, ce sont des veines réticulaires et télangiectasies. C2, ce sont des varices. C3, c'est un édème. C4, ce sont des troubles trophiques avec une nouvelle classification et une subdivision de C4A, pigmentation et eczéma. Un stade un peu plus sévère, C4B,
l'hypodermatosclérose ou atrophie blanche, qui sont souvent le séquelles d'une maladie post-thrombotique, et puis le C4C et la couronne phlébangiectasique de Van der Molen avec des varices de la face plantaire du pied. Enfin, il y a le C5 qui est l'existence d'un ulcère cicatrisé et le C6, un ulcère veineux. Cette classification est quand même utilisée de façon classique. Elle est pour le C de la CEAP pour la clinique, mais il y a également le E pour l'étiologie, primaire ou secondaire, le A sur la topographie anatomique et enfin P sur la physiopathologie, que ce soit reflux ou obstruction. Bien sûr, on se précipite aujourd'hui sur l'exploration échodoppler qui est fondamentale, mais qui quand même doit, je le répète, être guidée par l'examen clinique. On fait une investigation complète du réseau veineux profond afin de s'assurer de la perméabilité et de la continence des veines profondes, les axes ilio-fémoro-poplité et jambier. C'est très important. Et puis ensuite, on fait une investigation du réseau veineux superficiel en explorant progressivement et successivement les grandes veines saphènes sur tout leur trajet, les petites veines saphènes, de savoir leur calibre, l'état de la jonction saphéno-fémorale et l'existence d'un reflux en mesurant également les calitres. On localisera également les perforantes. Deux mots pour vous parler du réseau veineux superficiel. En fait, on parlait toujours des veines superficielles et des veines profondes. Il y a eu, depuis ces 20 dernières années, une évolution sur l'anatomie topographique du réseau veineux. On parle de veines profondes dans des veines qui sont sous-saponévrotiques dans les masses musculaires. On parle de veines superficielles au niveau des veines qui sont sus-saponévrotiques et sous-cutanées, ce sont les tributaires, les collatérales. Et enfin, on a identifié un réseau intermédiaire qui est le réseau saphénien, avec la grande veine saphène que vous voyez ici, dans le compartiment saphénien, la petite saphène dans le compartiment saphénien, et dans lequel il y a également la saphène accessoire antérieure de cuisse et également la veine de Giacomini. On explore donc ce réseau par échodoppler en recherchant au niveau de la jonction saphéno-fémorale l'existence d'un reflux terminal ou préterminal. C'est un moyen de mieux investiguer l'origine des reflux. Enfin, pour dire que lorsque l'on a terminé cette exploration échodoppler, il est important de faire une cartographie veineuse et on ne doit pas traiter un patient sans faire cette cartographie veineuse qui, comme vous le voyez à gauche, vous montre le reflux de la grande veine saphène intra-aponévrotique dans le compartiment saphénien et également les différentes branches collatérales. Pourquoi? Parce qu'il y a deux traitements. Il y a le traitement des sacs saphéniens, c'est un traitement spécifique, et il y a traitement des branches collatérales. Et généralement, on ne traite les branches collatérales qu'après avoir supprimé les reflux au niveau du tronc saphénien. S'il y a un acte opératoire ou une procédure thermique à envisager, eh bien, bien sûr, on fait un échomarquage préopératoire. Alors, comment traiter et comment améliorer? Eh bien, vous le savez, il y a différents types de traitements. On dit toujours que pour améliorer les symptômes, il faut avoir une activité physique, éviter les stations debout prolongées. C'est une possibilité pour bien améliorer la qualité de vie et éviter les surcharges pondérales. Les médicaments vénotoniques qui sont encore, chance, existants chez vous avec le Deflon sans faire de publicité, sont des médicaments qui soulagent quand même les symptômes. Il y en a d'autres. Ils améliorent les édèmes dans des stades de début de la pathologie. Ils sont une action efficace. La compression élastique, qu'elle soit par bande ou par bas, est également efficace. La sclérothérapie qui a été développée dans les années 1950 par Raymond Tournet en France, puis par l'école allemande de Sieg, a vu une évolution il y a une vingtaine ou une trentaine d'années avec l'apparition de la mousse et peut donner des bons résultats. Elle a des limites. Vous voyez que l'open surgery et la chirurgie des veinages est quand même un peu discuté aujourd'hui, mais il reste des indications, nous en reparlerons rapidement. Enfin, aujourd'hui, depuis maintenant les années 2000, l'avènement des techniques thermiques a évolué. Très rapidement, pour vous dire quelles sont les indications, eh bien, dans le stade 0, c'est-à-dire aucune varice, aucune veine réticulaire, mais un patient avec des symptômes, il est recommandant de proposer une activité régulière d'activité physique pour améliorer les symptômes veineux, l'utiliser des vénotoniques et éventuellement une compression par chaussette ou par collant
avec une compression d'environ 20 mm de mercure qui ont une efficacité pour soulager les troubles. Lorsque vous êtes au stade C1, avec des veines réticulaires, et ceci pour uniquement un problème esthétique, on peut bien sûr, s'il y a des symptômes, continuer à proposer l'activité physique, la compression élastique, les vénotoniques, et faire des injections, comme vous venez de le voir, par de mousses de produits sclérosants pour supprimer ces veines réticulaires. Au stade C2 de la maladie, c'est-à-dire l'existence de varices constituées, nous avons encore l'habitude, selon les recommandations décrites en France par Mme Desnos et Gilles Miseret, qui ont été publiées dans Phlébologie, de dire que plutôt que d'utiliser une chirurgie ou une technique thermique, lorsque les saphènes sont de calibre inférieur à 7 mm, nous proposons l'injection sous échographie de mousse de produits sclérosants sous contrôle échoguidé, avec des résultats qui sont satisfaisants lorsque les calibres sont encore une fois inférieurs à 7 mm, et on complète dans ce cas, une fois que la saphène a été occluse, enflammée et avec une obstruction complète, supprimant le reflux, un traitement des branches collatérales. Il y a maintenant des recommandations... Oh, excusez-moi, j'ai eu... je voudrais revenir en arrière. Ça, c'est en arrière. Ah ben non, pardon. Ah. Désolé, elle est... voilà, encore. C'est celle d'avant. C'est celui-là. Pour reculer, c'est celle-ci, d'accord. Voilà. Oui, on veut revenir sur qu'il y a eu des recommandations internationales sur le traitement des saphènes au-dessus des 7 mm. Les premières ont été publiées par Peter Glowilski dans le journal Vascular Surgery de l'American Venous Forum en 2011 pour dire que lorsqu'il y a un traitement à proposer avec une saphène incontinente, en première intention, on proposera une technique thermique par radiofréquence ou laser. Et puis il y a eu les recommandations anglaises de NICE qui ont également été publiées en 2013 pour dire qu'aujourd'hui la chirurgie des veinages n'a plus sa place et qu'il est préférable d'utiliser des techniques thermiques. Alors voici les courbes que je voulais vous montrer avant de terminer pour vous montrer l'évolution de la technologie et que depuis les années 2015, vous voyez en jaune, le stripping était environ en France de 60 000 cas par an. Ce sont les données de la Caisse d'assurance maladie. Les cas de technique thermique étaient vraiment très faibles. Vous voyez, c'était à peu près 10 000 cas. Et vous voyez en 2020 ce qu'a donné. Et il y a eu encore une évolution depuis 2020. Mais vous voyez que les courbes se sont croisées et que la crossectomie et les veinages a été vraiment largement remplacés par les techniques des veinages. Voilà, ces techniques d'éménage, je n'en parlerai pas longtemps puisque Samy va vous en parler. C'est une technique par introduction sous échographie d'une fibre optique après avoir mis en place un guide et qui permettent d'aller jusqu'à la jonction saphéno-paromorale pour aller traiter la grande veine saphène avec des résultats satisfaisants. Mais je reviens pour dire toujours que les patients viennent nous consulter non pas pour les saphènes, mais pour des varices, et que les techniques de traitement des varices qui sont la base, eh bien, c'est les traitements de phlébectomie où on retire les varices de proche en proche pour avoir un résultat satisfaisant. En conclusion, dire que la clinique reste fondamentale pour l'examen des varices, de savoir distinguer encore une fois des varices primaires de varices secondaires post-thrombotiques, qu'elles doivent être traitées, ces varices, pour éviter les complications, car les ulcères de jambes sont lourds en conséquence sur le plan social et économique, et que les traitements peuvent être proposés en première intention au stade de début. Les traitements peuvent être proposés par sclérothérapie à les stades intermédiaires et les techniques thermiques pour les varices de plus gros calibre. Je vous remercie.